Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 221e numéro du RMC Fighter Club, un RMC Fighter Club qui remonte dans la cage pour vous présenter le défi des deux Niçois du Boxing Squad ce week-end à Arès 18 qui vont tenter de conquérir deux des ceintures de la plus grande organisation française. Et avec moi donc pour en parler, je suis ravi et honoré d'accueillir ces deux combattants. Virgil Hogan, on va commencer par le plus lourd, Axel. Virgil Hogan, bonjour. Bonjour. Ça va, tout va bien ? Ça va, ça va. Le combat se prépare bien, je sais que vous êtes dans la période de cutting au moment où on enregistre, mais ça va, tout va bien ? C'est pas le jour le plus agréable là, mais demain le travail sera fait, donc non, ça va. C'est bientôt la fin. Et bien sûr, et le moins lourd des deux, monsieur Axel Sola, bonjour. Bonjour à tous. Ça va, tout va bien aussi ? Tout va bien, j'ai hâte que cette journée passe parce que demain c'est le jour de la recharge et c'est souvent un très bon jour. On se disait moins émacié en off que la dernière fois que tu étais à moins de 70, donc ça, tu t'habitues un peu. Exactement, je m'habitue à cette nouvelle catégorie. Eh ben écoute, on va parler de tout ça avec vous deux. Nice débarque en force pour conquérir Arès. Grand espoir du Boxing Squad et du MMA tricolore, Virgil Hogan et Axel Sola vont tenter ce vendredi soir à Levallois de remporter les ceintures des moins de 84 et moins de 70 kilos de la plus grande organisation française. Une étape importante dans les parcours des deux combattants dont le potentiel affiche de très belles promesses pour l'avenir. Comment les deux amis coachés par Aldric Cassata ont-ils préparé ensemble ce double rendez-vous ? Comment s'aident-ils pour grandir tous les deux dans leur carrière de MMA ? Le RMC Fighter Club reçoit Virgil Hogan et Axel Sola, deux noms dont vous n'avez sans doute pas fini d'entendre parler. Alors messieurs, je vous disais, on est ravis de vous recevoir. On est mercredi, on est à 2 jours de ce grand rendez-vous. Arès 18, ce sera à Levallois vendredi soir. Je rappelle un peu de contexte, je vous présente tous les deux pour nos auditeurs qui vous connaîtraient moins, même si je sais que les habitués du Fighter Club ont déjà entendu parler de ces noms-là. Je commence par toi, Axel, 26 ans, 6-0 chez les pros, 5 combats au brève, 1 à Arès, ancien numéro 1, pound for pound chez les amateurs, un système de calcul parce que tu charbonnais beaucoup chez les amateurs. Champion d'Europe chez les amateurs, 2 fois vice-champion du monde, et t'affrontes Tourpal Younoussov, le frère d'Aboubacar, qui est le champion intérimaire des moins de 61 kilos, qui est en 4-0 donc pour cette ceinture des moins de 70. Et de l'autre côté, Virgil Hogan, 26 ans aussi, je ne me trompe pas. J'ai fait 27 là. T'as fait 27 parce qu'on ne retrouve pas ta date de naissance sur les fiches topologie et tout ça, donc j'ai fait 27 il y a 10 jours. Ok, bon, donc 27 ans, voilà, l'aîné des deux. 5-0 chez les pros, passé par le GFA, le MMA-GP, 3 combats à Arès, et affronte-toi le Brésilien Henrique Shigemoto, qui est à 14-4 en carrière, passé par la Contender Series en 2020 à l'UFC pour donc la ceinture des moins de 84. Messieurs, avant qu'on rentre dans la prépa spéciale, parce que 2 title shots pour 2 amis proches et 2 partenaires d'entraînement, c'est quand même spécial à préparer. Comment vous êtes rencontrés ? Je voulais déjà qu'on sache un peu d'où vient votre rencontre, à quel moment vous êtes rencontrés et est-ce que vous avez accroché tout de suite ? Eh bien, on s'est rencontrés sur un tatami et la première fois que donc, j'ai vu Virgile, c'était pour me tabasser avec lui. Donc c'était sur de la boxe. Une belle rencontre, hein ? Ah ouais, une très belle rencontre, et je me rappellerai toujours de ce percute que j'ai pris qui a envoyé ma tête valser en arrière et celle-ci a cogné contre le mur, et en fait au moment de l'impact je me suis rendu compte que celui-ci était spécial mais courtois. Tu rencontres toujours les gens en les envoyant valdinguer, Virgile ? Ça annonce le début d'une belle relation quand ça commence comme ça en général. Et vous avez tout de suite accroché, parce que j'ai l'impression qu'au-delà d'être partenaire d'entraînement, vous avoir vu plusieurs fois, vous êtes venu déjà en studio chez nous, notamment sur Twitch, qu'il y a une vraie amitié entre vous deux. Donc c'est tout de suite quelque chose qui a matché. Ben oui, on s'entend très bien en fait, on vit la même vie entre guillemets et on partage la même passion. Donc ben oui, forcément, il y a beaucoup de points communs et du coup on s'entend très bien. Et on a partagé pas mal de moments aussi. On est partis en compétition ensemble. Dans le coin l'un de l'autre, on y reviendra aussi. Dans le coin l'un de l'autre. Et puis même le dernier Arès où on avait combattu aussi ensemble. Donc ça crée des liens forts. Puis finalement, vous avez 2 parcours très différents. Je rappelais, Axel, tu as fait beaucoup de combats chez les amateurs, une trentaine de combats, si je dis pas de bêtises, au moins. 23. Bon, voilà, on est au-delà de la vingtaine en tout cas. Toi, tu as plutôt commencé assez vite chez les pros, mais vous avez à peu près le même nombre de victoires en carrière. Vous êtes à peu près du même âge, comme on le disait dans l'intro. Vous avez conscience de ces 2 carrières qui se construisent ensemble, en fait, en parallèle un peu ? En fait, moi, pour ma part, par exemple, je me suis la grosse carrière amateur qu'a eu Axel, je m'en suis servi un peu dans le sens où lui il revenait avec cette expérience et j'en prenais aussi un petit peu et après la différence c'est que moi j'ai pratiqué un sport, j'ai pratiqué le judo depuis petit, donc j'ai eu pas mal de combats et d'approche de la compétition avant aussi quand même. On va y revenir ça parce que ça m'intéresse aussi ton passé dans le judo et cette transition. Ouais, Axel, tu vois, c'est aussi un appui en fait d'avoir quelqu'un qui construit sa carrière en parallèle comme ça avec toi, quoi. T'es pas tout seul entre guillemets, même si on n'est jamais seul dans la salle, il y a toujours du monde, mais tu vois ce que je veux dire. Et puis c'est très pratique d'avoir Virgile sous la main à l'entraînement, notamment quand je suis hors fight camp.
Parce que, en fait, avec Virgile, si ça marche sur tout le monde. Donc, c'est l'occasion de tester des techniques, d'essayer de les renforcer, de trouver des manières de les faire marcher et de les valider. Comment, on va rentrer dans ce thème-là direct, mais comment on prépare ça ensemble? Vous avez 2 title shots le même soir, qui sont des combats très importants pour votre carrière. Comment vous avez préparé ça pendant le camp? Vous faites du spécifique l'un avec l'autre, tu vois, une fois après, puis une fois l'un, une fois l'autre. Comment ça se passe, cette préparation à 2? Parce que d'habitude, quand il y a un combat et l'autre pas, c'est assez simple à organiser. Après ça, c'est plus Aldric qui a géré cette partie-là. Et là, en fait, du fait de l'écart de poids, avec Axel, on tourne quand même de moins en moins ensemble. Bien sûr. Surtout pour les phases de sparring. Donc déjà, pour les phases de sparring, on ne s'est pas croisé sur cette prépa, ou alors très, très rarement. Et on a d'autres gars avec qui on tournait. Et après, pour les phases un peu plus spécifiques, là, il y a eu plus de moments où on a tourné ensemble. Mais sinon, c'était, par exemple, quand c'était les sparring, c'était l'un après l'autre. Ok. On passait dans la cage, l'autre se chauffait pendant ce temps au drillé. Comme ça, Aldric pouvait bien s'occuper de un et après s'occuper de l'autre. Ouais, il a les deux en gestion de la bonne façon. On le disait, vous avez quand même beaucoup tourné ensemble, mais là comme Virgile le disait, l'écart de poids, puisque maintenant que tu es descendu au moins de 70, Axel, et lui est en moins de 84, il y a quand même 15 kilos d'écart, et une catégorie entre les deux, les moins de 77, on rappelle. C'est surtout en fait pendant les change, fight camp. ça. Ouais. C'est pendant les fight camp en fait où ça devient un peu plus compliqué de faire du sparring parce que forcément, moi je descends en poids, Virgile il descend un peu moins drastiquement en poids que moi. Et du coup, cet écart-là, avec la fatigue du camp et tout, ça peut être potentiellement accidentogène pendant les sparring. Donc, on fait surtout beaucoup de sparring hors fight camp quand on n'a pas de match de prévu, quoi. Tu parlais aussi de cette fatigue du camp qui existe pour tous les fighters. Il y a quand même ce côté émulation d'être deux, c'est-à-dire que tu vois, les jours où t'en as un peu plus marre que d'habitude, tu regardes le copain et puis ça te remet un coup de boost, quoi. Je dirais que non, parce qu'en fait on est tellement déterminé par nature, on fait tellement les choses parce que voilà, on a décidé de les faire et on les fait à fond, que voilà, après c'est clair que en tout cas moi quand j'imagine le moment, la scène et tout, c'est toujours cool de me dire que voilà, en plus Virgile va combattre et puis après voilà, il y a une espèce d'énergie dans la salle où on est tous les deux en train de se préparer pour le combat et je pense qu'indirectement sûrement que ça nous influence. Ouais, bien sûr, même pour toute la salle, t'as raison, ça met une émulation globale. Virgile, là-dessus, ça aide aussi d'avoir le copain? Oui, je pense que ça aide. Et puis ça aide dans le sens où ça permet de pas se laisser aller sur les coups de mou ou quoi. Et puis tous les matins, tu te dis, attends, Axel, il va se lever aussi, il va aller se tabasser, tu vois. Donc moi, je vais me lever et je pense que ça aide un peu, oui. Vous avez aussi tous les deux, on le disait, vous avez été dans le coin l'un de l'autre pour des combats dans le passé. Là, vous donnez des conseils même dans cette prépa, tu vois. L'un joue le rôle des fois de coach un peu de l'autre pour lui donner des conseils ou pas du tout? Vous restez chacun dans sa partie parce que vous préparez chacun un combat? Je dirais beaucoup moins parce qu'on est tous les deux focus sur ce qu'on a à faire en fait et pas sur l'autre. On est très concentré sur nous du coup. Ce qui est normal. Si c'est plus le cas, par exemple, si Virgile prépare un combat et que moi j'ai pas de combat de prévu, là je vais regarder son adversaire, je vais essayer de combattre comme son adversaire, je vais faire plus de sparring avec lui. Donc et vice versa. On va plus s'adapter à l'autre et on sera plus disponible pour l'autre aussi s'il a besoin. Mais c'est quand même plus pratique de combattre en même temps parce que du coup ça nous laisse aussi des périodes où on peut un peu plus se relâcher derrière. Donc, Ouais, surtout quand Axel il combattait dans la KT un peu au-dessus avant. Par exemple, des fois, ça lui arrivait de finir une prépa et moi j'avais un combat, du coup, pas trop de vacances, il revenait s'entraîner avec moi quand on s'entraînait un peu plus ensemble. Donc le fait de combattre ensemble, c'est bien aussi parce qu'on a les vacances au même moment, vous allez pouvoir couper ensemble, tu vois. Vous allez pas jusqu'à partir en vacances ensemble après les Non, je laisse avec sa copine de son côté et moi avec la mienne. C'est bien quand même, des fois un peu de séparation quand même, il faut. Tu combattras dans le main event, donc ce sera le dernier combat de la soirée, Axel sera juste avant. Tu vas le regarder son combat par exemple? Je me posais la question, je pense que je vais éteindre la télé. Ouais. Pour mettre bien, parce que moi en plus ce sera le moment où je dois le plus me concentrer et terminer mon échauffement, donc je pense que j'enlèverai l'écran. De ton côté, Axel, toi, quand tu sortiras de ton combat, tu te dis je veux aller au plus vite devant une télé voir ce que fait Virgile ou pas du tout? Pas devant la télé, devant la cage. Devant la cage directement, on reste là? Ouais. Oui. Ok, donc tu reviendras directement devant la cage. C'est la meilleure place de combattre en premier. Tu sais, au dernier combat, Virgile a combattu avant moi et donc je suis en train de m'échauffer pendant qu'il combattait et j'essayais d'ignorer, mais en même temps je regardais. Puis quand je regardais, il y avait un moment l'autre il a marqué un point, donc ça me fait un peu stresser. Puis après il remonte et en fait j'ai beau essayer d'ignorer la chose, je suis quand même pris par le combat. Mais c'est pas le moment en fait. Dans ces phases-là, c'est important de se concentrer, de se focus sur son échauffement, sur ce qu'on va faire, sur ce qui compte. Et après voilà, il se passe ce qui se passe pour l'autre. Mais bon, voilà. Donc là, je suis content de combattre en premier parce que là, je vais pouvoir vraiment être 100% à fond dans mon échauffement. Et puis après, dès que j'aurai fini mon combat, je pourrai me poser et regarder Virgile. Non, moi je t'ai pas dit, j'ai demandé à l'ARES qu'ils inversent en fait.
Oh merde. Non, mais ouais. Surprise. Non, c'est clair que Non, mais- c'est mieux de passer en premier. C'est compliqué, même j'en fais une. Vous n'êtes pas frères dans la vie, mais vous êtes frères de salle. Enfin, vous êtes carrément, très proches, très amis. On s'est tout le temps entraînés ensemble. J'en fais un parallèle avec, c'est marrant, en boxe récemment, on a eu les frères Benavidez. Benavidez, il est dans la catégorie de Canelo, c'est un possible adversaire de Canelo. Il fightait avec son frère sur la même carte. Et il y avait aussi un des deux frères, Charlot, qui sont aussi deux des boxeurs les plus connus, et qui avait déjà fighté sur la même carte aussi, et qui racontait, c'était compliqué parce que son frère, à Charlot, avait perdu le combat juste avant lui. Ah ouais, ça c'est Il dur. s'est même pris un KO et il disait moi quand je dois rentrer dans la cage je suis complètement déstabilisé par ce que je viens de voir parce que mon petit frère en plus c'est des jumeaux, c'est pas un petit frère mais mon jumeau vient de se faire éteindre pour la première fois de sa carrière. Je pense que tu le C'est veuilles quelque ou chose non, qui pourrait, on vous le souhaite pas du tout mais tu vois c'est quelque chose qui pourrait perturber, tu crois? Oui, je pense que tu le veuilles ou non, ça va t'impacter psychologiquement. Enfin, c'est quasiment sûr, quoi. Donc pour moi, c'est une solution de couper l'écran et de vraiment pas y penser. Et de regarder ça après tranquillement. Ouais, presque de pas savoir. Après, on se prépare de c'est manière ça. à ce que ça n'arrive pas. Quoi. Oui, bien bien sûr, sûr. c'est pour ça que je disais je vous le souhaite pas et vous êtes pas là pour ça bien entendu mais je mettais une hypothèse Ouais, comme ouais, c'était bien sûr. marrant ce qu'avaient raconté les frères Charlot sur ça. Ouais, ouais. Votre relation, on le disait, elle va au-delà du sport. Moi, j'ai l'impression quand je vous connais pas très bien personnellement, mais quand je vous vois évoluer, je vous trouve assez posé dans la vie, assez tourné vers le sourire, vers la rigolade, et puis déterminé quand vous êtes dans la cage. Le regard, il change tous les deux. Vous vous ressemblez? Vous avez l'impression de vous ressembler? Je pense qu'on est très différents. Ouais. Après, on a quand même des similitudes dans notre rapport à la vie de manière générale. On est plutôt posé, on a besoin d'avoir, pas une routine de vie, mais on a besoin d'être réglé d'une certaine manière et de suivre ce règlement de manière à trouver notre équilibre. On n'est pas tous les deux dans l'instabilité dans la vie, quoi. Ok. Mais il y a des ressemblances quand même. Je pense qu'on est sur, on se ressemble surtout sur ce point-là, sur la forme de nos vies, la structure. la structure. Ouais, on est assez stable, assez posé. Et après, par contre, on a des petits hobbies, des trucs à côté qui sont différents. Ouais. On en parlait, vous êtes dans le genre de cutting. Pareil, à deux, c'est plus facile ou pas? Parce qu'on sait que c'est une galère le cutting pour tous les combattants. Le côté émulation aide ou pas? Là, non. Pas du tout. Enfin, je pense que t'es ton pote qui cut avec toi ou pas, de toute façon, faut cutter. Donc, Ouais, ok. je pense pas. Ça te donne pas un petit supplément d'âme, quoi, tu vois, le petit truc en plus Non. pour Et s'accrocher puis, un peu. Et puis en plus, on fonctionne pas de la même manière, donc on va pas forcément faire tout le cutting ensemble, même peut-être pas du tout le cutting ensemble. Donc au final, ça change pas grand-chose, ça. Je voulais vous demander que chacun donne un peu les qualités principales humaines et sportives de l'autre, l'un parlant de l'autre. Virgile sur Ok. Axel. Sportivement, Axel, c'est quelqu'un de très très rigoureux, il a une grosse rigueur, une grosse discipline dans ses entraînements. Il est intelligent dans tout ce qu'il fait. Il a toujours besoin de comprendre et de mettre des mots et sur tout ce qu'il fait. Donc très rigoureux, discipliné et très intelligent dans sa manière de voir le sport qu'est le MMA. Axel sur Virgile. Virgile, c'est un talent intuitif. Il a une intelligence du corps qui est incroyable. Il y a eu une période où on faisait beaucoup de sparring de MMA et je filmais en fait. Et donc à chaque fois qu'il me posait problème sur quelque chose, eh bien je trouvais la solution, je l'appliquais, ça marchait une fois et la fois d'après, il trouvait la solution au problème que je lui ai posé. Et en fait, Et c'était heureux à toi de retrouver la voilà, et solution. ainsi de suite. Mais il allait à une vitesse dans sa capacité à trouver des solutions aux problèmes que je lui posais. Je trouvais ça incroyable. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il fonctionnait comme ça. Et une espèce de talent de l'intuition, tu vois. Après, c'est les années de travail, je pense, au judo, qui lui ont permis d'acquérir cette capacité d'acquisition. Et puis une partie dîner, sans doute, tu vois. Il y a une partie de. Il a ça en il y a lui, toujours quoi. une partie dîner, mais je pense pas que ça représente un gros pourcentage de la chose. Je prends beaucoup au travail et je pense que c'est le travail d'une vie qui fait qu'aujourd'hui il est capable d'aller aussi vite. Sur quoi l'autre, quand vous tournez ensemble en sparring, sur quoi vous galérez le plus face à l'autre? Sur quelle partie du MMA il te fait le plus galérer, Axel? Virgile. Axel, il est pour moi, Axel, le truc qu'il y a, c'est qu'il est fort partout. Il est compliqué partout. Donc même Axel, quand tu vas lutter, si tu fais une erreur, t'es sanctionné. Quand tu vas au sol, c'est compliqué aussi. Il se sort des positions, c'est une anguille et tout ça. Mais bon, pour moi, là où il me fait plus galérer, ça va être sur la partie debout, on va dire, quand la partie pied-point. Et toi, Axel? C'est un rouleau compresseur et sur la lutte,
J'ai beau être vraiment pas dégueu sur les défenses, c'est vraiment, il me pousse dans mes retranchements. Et d'ailleurs, ça m'a fait beaucoup progresser au niveau de ma défense. Et vraiment très très fort. Hein, pour avoir je me dis que tourné, je te coupe, désolé, je me dis que ça doit être une galère en catch control aussi, Virgile, non? Ah oui, non, Ouais. mais c'est quelque chose. Hein. Mais ça m'a fait beaucoup de bien justement d'avoir ce type d'opposition parce que personne n'a son niveau dans les gens que je vais affronter prochainement. Et j'arrive à m'en sortir par moment dans mes grands jours de forme avec Virgile, donc ça veut dire que je suis capable de m'en sortir avec tout le monde dans ma caté. J'aime bien ce que tu dis là, mais vous avez cette impression quand même quand vous tournez ensemble de se dire, de toute façon, le mec que j'ai en face, il est quand même plus fort que la plupart des mecs qui seront face à moi en fait. Ouais, exactement. Et puis moi, c'est la même chose qu'Axel. Je me souviens à mon premier combat, mon premier combat professionnel, je m'entraînais beaucoup avec Axel. Et le mec, quand il a mis le premier coup, je me suis dit, waouh, il a fait au ralenti ou c'est pas possible. Parce qu'Axel, ça va tellement vite et puis il a une tellement bonne gestion de la distance. Là, j'ai vu le coup arriver comme s'il allait 10 fois moins vite qu'Axel. Ok, ouais. Donc, ça Et puis au bout du 2-3e côte, il est. En fait, il est vraiment. C'est vraiment sa vitesse, ce mec. Ouais, c'est ça. Donc, non, ça aide de s'entraîner avec quelqu'un de fort comme Axel. Ouais, ça fait progresser. Puis de manière générale, c'est toujours intéressant de s'entraîner avec un combattant plus lourd et plus léger. Pas tout le temps au même poids. Parce que en fait, le rapport de force, en général, quand tu fais le sparring avec quelqu'un, ça va toujours être le même. Et notamment avec les plus lourds, ils vont avoir plus de force sur la préhension. Avec un plus léger, ça va aller plus vite en boxe. Et ça permet vraiment d'isoler des phases du combat et de vraiment les renforcer de manière isolée pour après mieux les intégrer dans un combat, on va dire, un peu plus complet. Bien sûr. Je vais vous titiller un peu. C'est qui le meilleur en striking? Le plus propre en striking, c'est Axel. Hein. Mais Virgile frappe vraiment très fort. C'est qui le meilleur en grappling? En fait, on a un grappling différent. Moi, je pense que j'ai plus un grappling de position. Virgile a des très très bons contrôles. Et après, moi, je vois un peu plus de trous pour créer du mouvement et avancer dans les positions. Mais comme dirait Lou Bersan, moi, c'est un peu plus ancré et lui, plus aérien. Je vois totalement l'idée. Qui est le meilleur en catch control? Même si vous m'avez plus ou moins répondu déjà. Dans l'absolu, je pense Virgile. Après, il y a toujours cet écart de poids, donc c'est compliqué bien sûr. À mettre un mot là-dessus, tu vois. Et qui serait le meilleur en MMA? C'est ma dernière. Je sais pas. Elle est dure, je vous mets sur le grill, les gars. Elle est dure. Pareil. On a des styles vraiment différents quand même. On a une manière de bouger différente, c'est difficile. Puis tu sais, il y a des jours où peut-être tu es à un tel niveau et un autre jour tu es à un autre niveau. Donc il y aura peut-être un moment de ma carrière, je serai meilleur que lui. Et peut-être d'autres moments, ce sera lui. On ne sait pas, mais c'est très différent. Dans tous les cas, la question commence se posera jamais. Non, c'est clair. Jamais, donc, mais on commence tous les deux à être très complets en tout cas. Donc ça, c'est cool. Puis t'as raison, la question, elle se pose pas. Tu nous connais, les journalistes, on aime bien faire un peu de fantasmes comme ça. Encore deux petites questions sur cette relation et puis sur votre préparation ensemble, puis je passerai aussi mais pour revenir sur ce que tu viens de dire, je pense, après ma carrière, je vais mettre un peu au bodybuilding, pas en mode compétition, mais je vais faire du muscle, quoi. Et j'aimerais bien monter au poids de Virgile et me faire un dernier sparring avec lui. Allez, voilà, finir la carrière. Voilà. À 40 ans, on fera un sparring les deux. Peut-être on le mettra en pay-per-view, peut-être. C'est ce que, alors sans caméra, dans une petite salle sombre, tu vois. Il n'y a pas d'histoire de poids et on verra. La fin du film, le film se finit là-dessus, tu vois. Le film se finit sur le premier coup. Voilà. Premier coup et dernier coup. Écran ensemble. noir, tu vois, et puis c'est parti. Et ce serait beau, il y aurait un côté boucler la boucle, quoi. Je vais passer chacun aussi à ce défi que vous avez, puis à parler un peu de vous et de vos parcours plus globalement. Mais deux petites dernières questions aussi sur vous deux. Je vous avais jamais caché que le but c'est d'aller dans la meilleure orga du monde à terme, donc l'UFC aujourd'hui, il n'y a pas photo. Il y aurait un rêve de signer ensemble et de commencer ensemble sur la même carte par exemple? Ce serait magnifique, hein. Bien évidemment, hein, si on peut faire ça comme ça, on fait ça comme ça. Mais si c'est pas le cas, c'est pas grave. C'est aussi le sous-entendu derrière. Après, il faut prendre l'opportunité quand elle se présente et ça dépend pas de nous. Hein. L'UFC, après, on n'a aucune idée de leur gestion, de leur pool de fighters dans les différentes catégories de poids. Peut-être qu'à un moment donné, ils auront besoin d'un 84 avant d'avoir un nouveau 70. Ils demanderont peut-être à Virgile avant ou vice-versa. Donc après, voilà, quand l'opportunité se présente, il faut être prêt. Après, idéalement, effectivement, si on le fait en même temps, c'est top. Mais ce qui compte, c'est sur la longue. Et sur la longue, on compte y être tous les deux performer dans cette organisation. Là, vous avez l'impression que ce rendez-vous de vendredi, ces deux titres à Arès, qui, comme je le rappelais, c'est la plus belle organisation française, une des plus belles en Europe même, c'est un cap important pour cette carrière, pour cette construction de carrière et aller vers ce rêve que vous avez en commun qui est l'UFC, parce que une fois que tu es champion d'Arès, tu montes quand même un peu plus haut aux yeux des gens, aux yeux du public. Dans tous les cas, c'est sûr que c'est un tournant, puisque être champion d'une organisation et comme tu dis, en plus de l'Arès qui est une des meilleures européennes, c'est pas rien. Et puis ça
ça change ton image. Quand tu es champion, que tu as la ceinture, c'est plus la même histoire. Après, avec Axel, nous, on prend toujours tous les combats comme si c'était le plus important. Donc au Pas niveau de de la combat, pas préparation, important. En fait. ouais, On c'est a ça. fait gagner, donc On se prépare toujours c'est à juste que la 200%. récompense est plus grande là, mais, Ouais, t'as raison. mais dans l'amont et l'approche psychologique du combat, en fait, c'est pareil à chaque fois, quoi. Il faut gagner. On veut gagner. Chaque étape est importante, mais c'est en effet un gros rendez-vous ce vendredi. Je vais passer un peu plus à votre cas personnel sur ces rendez-vous et puis votre parcours. On commence par Axel. Virgile, ça te va ? Allez, c'est bon. Allez, ça te va. Le plus jeune, finalement. Ouais, On commence c'est par ça. là, hein. On commence par le plus jeune. Axel, t'affrontes, je le disais, quand même un nom, quelqu'un qui est assez reconnu par les amateurs de MMA en France, Tourpal Younoussov, la famille Younoussov, deux grands espoirs du MMA français et du MMA Factory. C'est marrant, le communiqué de presse de RS18, avant de citer vos noms, dit c'est un affrontement Boxing Squad MMA Factory, Nice contre Paris. Il y a ce petit côté-là. Comment tu vois cet adversaire-là ? C'est un adversaire qui est très hypé par le public, mais tu as plus d'expérience que lui, beaucoup plus, notamment chez les amateurs. Comment tu approches ce défi et est-ce que tu le vois comme l'adversaire le plus compliqué que tu aies eu pour l'instant, en tout cas en pro ? Je pense pas qu'il y ait d'adversaires plus compliqués. Chaque adversaire est très bon dans un domaine ou dans des domaines et qui lui sont bien particuliers. Et après, voilà, l'idée, c'est d'être capable de faire face aux problèmes qu'il va poser là où il est le meilleur et de lui poser des problèmes là où il est le moins bon. Alors après, Tourpal, c'est un adversaire très explosif, c'est un adversaire complet. Je pense qu'il est très bien préparé. Il y a des coachs très expérimentés, des sparring très expérimentés. Donc, je prends pas comme garant mon avantage sur l'expérience amateur. Après, je pense qu'il n'a pas encore affronté quelqu'un comme moi, je pense de mon niveau en tout cas, en regardant ses précédents adversaires. Mais je pense que ça reste un adversaire très dangereux, donc je vais le prendre très très au sérieux. Et comme tous les matchs que j'ai eus en professionnel, c'est un excellent adversaire, tout à fait capable de me poser des problèmes. Donc je vais me donner à fond et je serai concentré à 100% le jour J. Il y a quelques mois, il y avait une rumeur qui avait tourné d'une idée d'un combat, toi contre Baki, à Arès, qui avait fasciné beaucoup de gens dans le milieu. On aurait adoré voir ce combat-là. C'est quelque chose qui t'intéresse d'affronter, toi, les meilleurs prospects français, parce que t'en fais partie aussi, et c'est Baki Moi, comme Younoussov, c'est parmi ces gens-là. Ce que je veux, c'est aller à l'UFC. À l'UFC, aujourd'hui, un 70 kg, il fait entre 80 et 83 kg le jour du combat. Ouais. D'accord, ça on le sait. Et c'est exactement le poids que je fais quand je combats à 77 et à 70. Donc en fait, c'est ma caté 70. Baki combat plutôt à 77 et il est plutôt solide pour la catégorie. Donc il y aura un petit écart de poids. Donc après, je sais pas, peut-être que je vais prendre de la masse avec le temps et que je monterai en catégorie de poids parce que j'ai quand même que 26 ans. Donc on va savoir, s'il faut à 30 ans, je serai plus solide et je monterai de caté. Donc peut-être à ce moment-là, ce combat se posera peut-être. Mais aujourd'hui, mon but, c'est de devenir le meilleur en 70 pour pouvoir aller à l'UFC. Donc, pour pas aller à un adversaire plus adapté. Ouais, complètement, je suis d'accord. Quelle question sur ton parcours rapidement, mais je sais que tu es quelqu'un qui a commencé le MMA à 15 ans. Finalement, tu avais fait un peu de karaté, tu as fait beaucoup de sport, du hockey notamment quand tu étais jeune. C'est ça. Mais le MMA à 15 ans, avec plusieurs heures d'entraînement par jour, tu peux nous raconter rapidement comment, alors que tu es au lycée, tu commences déjà à t'entraîner de façon très sérieuse en fait. Oui, bon après, très sérieuse, c'était encore en mode loisir, je m'entraînais pas avec les professionnels, mais en gros, tout simplement, j'allais au lycée, je finissais les cours à 17h, je rentrais chez moi, je mangeais, j'allais au bus, je prenais le bus. Et j'allais au club de MMA, il y avait 3 heures d'entraînement, il y avait 2 cours d'1h30, je les faisais. Et j'adorais, donc du coup je faisais ça en boucle. Le samedi j'allais m'entraîner et j'ai fait ça tout le lycée. Et en fait après à partir de là, j'ai fait que m'entraîner jusqu'à la fin de mes études en master STAPS. Et après à partir de là, je me suis rendu compte de par expérience amateur qu'effectivement j'étais pas dégueu en MMA et que j'avais envie de continuer. Et je me suis dit allez on tente l'expérience en professionnel et voilà où j'en suis aujourd'hui. C'est le moins qu'on puisse dire. Je notais, ça c'est des choses que j'avais notées dans une interview notamment que tu avais donnée à La Sueur il y a quelques mois où on explique bien ton parcours. Toi aussi Virgile, tu en avais fait une belle où tout ton parcours est bien expliqué. Et t'expliquais qu'après le bac, tu avais eu l'idée de faire les forces spéciales, Axel. Forces spéciales, UFC, il y a un mec qui ça ressemble un petit peu, qui s'appelle Benoît Saint-Denis. Exactement. Quand tu vois son parcours, tu te dis finalement ça aurait pu me ressembler si j'avais fait ce choix-là, forces spéciales. Oui, le parcours de Benoît Saint-Denis, je le trouve fascinant, franchement. J'aurais beaucoup aimé faire les forces spéciales, mais après, je suis pas né dans ce milieu, je suis pas né dans le milieu militaire. Contrairement à lui, oui. Et mes parents m'ont pas forcément poussé à aller vers ça. Et puis, du coup, forcément, j'arrive à 18 ans, je suis pas prêt pour ce genre de choses parce que j'ai aucune idée de ce que c'est l'armée, que ce soit de près ou de loin. Et puis, en fait, entre-temps, j'avais découvert les MMA et je tombe amoureux du sport et j'avais envie de continuer. Et puis, par ailleurs, la science du sport m'intéressait, donc j'ai fait des études STAPS. Et après, j'étais très content de ma vie à ce moment-là, donc j'ai continué comme ça jusqu'à maintenant. Et dans une autre vie, peut-être, je serai au GIGN ou aux forces spéciales, mais
Pas dans celle-là en tout cas. En tout cas, ouais, le parcours de Benoît te fait sourire quand il repense. Ah bah oui, forcément. c'est magnifique. Surtout pour terminer à l'UFC, où là aussi, où on espère que tu iras. On parlait de cette grande expérience amateur, 23 combats, double vice-champion du monde, champion d'Europe également. Qu'est-ce que ça t'a apporté, en fait, aussi, avec le recul maintenant que tu es chez les pros? C'est vraiment cette idée dont on parle souvent avec les amateurs de voir plein de profils différents, en fait. C'est ça, j'ai tout vu. Enfin, j'ai pas tout vu. Je vais sûrement encore en découvrir en professionnel, mais j'ai quand même vu pas mal et vécu pas mal de situations différentes. Tu vois, j'ai commencé un match, puis j'ai commencé à perdre dans le match, puis j'ai commencé à perdre le match, puis je suis remonté. J'ai été en difficulté sur les phases de striking, sur les phases de lutte, sur les phases de sol, sur un peu toutes ces phases-là, et je les ai vécues. Et j'ai trouvé plus ou moins bien des solutions selon les matchs. Et vraiment, c'était très intéressant en termes de l'expérience accumulée et de situations vécues. Je trouve ça ouf. Et en fait, chez les pros, quand tu vois un truc, des fois, ça te rappelle des souvenirs. Quand je suis passé pro, tout était plus ou moins carré ce que je faisais. Donc j'ai encore beaucoup progressé depuis mes débuts pro. Même j'ai beaucoup plus progressé depuis que je suis passé professionnel que durant ma carrière amateur. Mais effectivement, je suis content d'avoir fait cette expérience. Après, je pense pas que ce soit nécessaire pour devenir un grand combattant. Je veux dire, plein de combattants l'ont prouvé. Virgile, Baki, par exemple, ils n'ont pas une grosse expérience amateur. Et ils performent et ils ont un excellent niveau. Mais voilà, en tout cas, moi, avec ce que j'étais et mon parcours de vie, c'était ce que j'avais besoin de faire pour prendre confiance en moi, et je suis content d'avoir fait. Mais je pense que tu as raison dans un sens, c'est que ça fait pas c'est pas le passage obligé pour devenir un bon pro. Pas du tout. Par contre, ça apporte des choses à ceux qui le font, et on l'a vu récemment, il y a eu des très beaux résultats aux mondiaux IMAF chez l'équipe de France, donc on espère pour tout cela aussi qu'ils auront des parcours similaires aux tiens et qui se serviront de cette expérience. Mais de dernier point avec toi, Axel, j'ai noté les phrases que tu avais dit il y a quelques mois. Tu disais, je sais gagner des combats, mais il faut que j'aille au-delà désormais, parce qu'on est chez les pros et il faut faire du spectacle. C'est vrai que ça, toi, ton expérience amateur, ça se voit quand on doit combattre. Tu sais gagner les combats, tu sais gagner les rounds pour ensuite gagner la décision. Tu te dis, il faut aller plus vers le KO parce que c'est ça qui vend, en fait. Ou le finish, soumission au KO, c'est ça qui vend chez les pros. Dans ce sport, il faut réussir à buzzer. Donc après, j'ai pas forcément le truc aujourd'hui au niveau des réseaux sociaux pour réussir à faire le buzz hors combat. Mais du coup, il faut que j'arrive à me rattraper pendant mes combats et à faire des prestations vraiment de qualité pour que les gens ils bloquent sur moi et qu'ils aient envie de me voir avancer dans le sport. Parce qu'en fait, au final, c'est ça qui te permet vraiment de rentabiliser toutes ces heures investies dans ce sport. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et le dernier point, j'avais noté, tu disais, aujourd'hui, je ne pense pas capable de battre le champion UFC, mais peut-être qu'à l'avenir, pourquoi pas si je progresse. Et tu disais, 2 points, je voulais ouvrir les guillemets, en fait c'est une course contre le temps, une course au progrès. J'adore cette phrase, c'est que la course de chaque combattant, en fait, de devenir la meilleure version de soi-même. Tu t'es donné, comme c'est une course au temps, tu t'es donné un timing, tu t'es dit, il faut qu'à tel âge, je sois où je voulais être, tu vois. Non, je me suis pas donné de timing. Timing, c'est tant que j'ai envie d'avancer, je continue d'avancer. Et puis le jour où j'ai plus la passion comme je l'ai maintenant, et du coup, c'est que le temps est time's up, quoi. Ouais. Donc voilà, après, une carrière de MMA, ça s'arrête entre 35 et 40 ans. Donc voilà, il faut que à partir de 30-32 ans, je sois à mon max, quoi, idéalement. Ouais, parce qu'en général, c'est les moyennes d'âge pour les top 5 des catégories UFC. Donc, tout à fait. Si je veux atteindre le plus haut niveau, il faut qu'à cet âge-là, je sois dans un top 5 idéalement. Après, il y a des combattants qui brillent plus tard encore. Bien sûr. Il n'y a pas vraiment de règles là-dessus, quoi. C'est chacun a son chemin qui lui est propre. Donc, Mais c'est vrai qu'il y a quand même des tendances, c'est des moyennes, tu le disais. Et tu as des ovnis qui, très jeunes, arrivent et fracassent tout, bien sûr. Mais tu as vraiment des vraies tendances, puisque tu as raison, c'est entre 30 et 33 ans la moyenne des top 5 et des champions à l'UFC. Par contre, tu remarques, moi j'avais noté récemment, au-delà de 35 ans, notamment dans les plus petites catégories, je crois qu'ils enlèvent les lourds et les lourds légers, ils sont à 2 victoires et 30 défaites pour les mecs qui ont eu un title shot au-delà de 35 ans. Les mecs qui ont eu leur chance pour le titre à plus de 35 ans, ils sont à 2 victoires et 30 défaites. Wow. Mais par contre, la moyenne est à 30. Donc tu vois, c'est une limite très courte entre le moment où ils sont dans le prime de leur âge et le moment où en fait ça bascule du mauvais côté. Donc c'est compliqué à gérer par rapport à tout ça. Virgile, on passe à toi. Allez. Donc on rappelait, je le disais, le Brésilien Henrique Shigemoto, passé par les Contender Series où il avait perdu en 2020. Comment t'abordes ce combattant-là, combattant très expérimenté quand même, beaucoup plus que toi en tout cas. Il y a un titre au bout. Comment t'abordes ce combat, Virgile? Comme tu dis, c'est comparé aux précédents combats que j'ai pu avoir, c'est quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience. Donc il est sur 19 combats, 14-4 et un non-contest. Donc beaucoup plus d'expérience. Après, faut regarder sa carrière. Il a commencé il y a
à un moment quand même. Je crois qu'il a commencé sa carrière professionnelle quand moi j'avais 10 ou 11 ans. Donc le MMA a beaucoup évolué depuis. Grave. A même énormément évolué. Donc il faut regarder ses combats un peu plus récents. Après, je sais qu'il n'a pas combattu depuis Ares, depuis un des premiers Ares, donc ça fait quasiment presque 2 ans. Hein. Donc il y a ça qui entre en compte. Et comment je me suis préparé, comme à chaque fois, hein, moi je sous-estime jamais mes adversaires, et chaque adversaire que j'ai eu, je me suis préparé à 200% pour être prêt le jour J. Quelques petites choses sur ton parcours aussi, Virgile, qui m'ont intéressé. Des débuts au judo, Axel le rappelait tout à l'heure, vers 4-5 ans, si je dis pas de bêtises, très, très jeune. Puis t'expliquais qu'il y a eu un moment où il y a eu une frustration dans le judo, tu vois, parce que oui, tu perds, parce que tu prends la garde, enfin tu prends la manche au mauvais endroit, des choses comme ça. Et moi, je sais que j'ai fait pas mal d'interviews avec Kevin Jousset, qui est aujourd'hui à l'UFC, qui vient du judo comme toi, et qui me disait qu'il avait adoré le moment de sa découverte du MMA, cette liberté qu'il avait en fait dans le sport de combat, et qu'il s'est senti comme si on lui avait enlevé des chaînes et qu'il pouvait enfin exprimer toutes ses qualités. T'as le même ressenti quand t'as commencé le MMA? C'est exactement ça, je disais un peu une phrase similaire, j'ai l'impression qu'on m'avait ouvert le cadenas, qu'on m'avait complètement libéré, et que je pouvais que j'étais libre dans ma pratique du combat, quoi. C'est trop restreignant le judo en fait. En fait, c'est pas que forcément que c'est trop restreignant, c'est que c'est après ils sont pénibles avec ça, ils changent souvent les règles, ils vont les adapter. Enfin surtout moi quand j'étais adolescent, c'était vraiment la période où ils faisaient les transitions, où ils ont arrêté d'aller dans les jambes, où ils cherchaient un peu les règles, comme tu disais, tenir la manche d'une manière, d'une autre, tu vois. Et forcément quand tu as la vision que moi j'avais des sports de combat, c'est compliqué quand tu perds contre quelqu'un, parce que comme tu dis, tu as tenu la manche comme ça, au lieu de la tenir comme ça, tu te dis attends, est-ce qu'il est plus fort que moi ou il a juste profité des règles. Voilà, il a juste profité des règles. Donc il faut, quand tu pratiques le judo, être conscient de ça et jouer avec ça. De toute manière, un sport de combat, au plus il y a de règles, au plus il faut jouer avec. Et si tu veux vraiment faire du combat, faut aller dans les MMA. J'en avais aussi parlé à Kevin, mais tu sais que le judo, l'ancien président de la fédération de judo, Jean-Luc Rouget, a longtemps été un des pourfendeurs du MMA. C'est un de ceux qui a le plus influencé pour que le MMA soit pas légalisé et soit légalisé très tard en France. Et en fait, je comprends, parce qu'il y a l'idée que pour les jeunes, c'est vachement plus ludique le MMA. Il y a plus de liberté, tu vois, tu t'éclates plus à faire du MMA. Je pense que tu comprends pourquoi le judo a tant poussé pour mettre le MMA de côté, parce qu'ils allaient forcément perdre des gens qui passeraient du judo au MMA. Non, moi je comprends pas, parce que je suis pas dans cet état d'esprit là, mais j'essaie de comprendre pourquoi ils ont fait ça, et je pense que c'est comme tu dis, c'était justement pour garder eux la main mise un peu sur les sports de combat. Je pense que le judo c'était le premier sport de combat pratiqué au niveau associatif avant qu'il y ait le MMA, peut-être même toujours. Hein. Mais bon, là, c'est sûr que maintenant, les jeunes, quand tu leur parles de sport de combat, la plupart, ils n'ont pas envie d'aller au judo. Non, ils n'ont pas envie d'aller au judo. Je ne sais pas l'état des clubs de judo actuellement, mais je connais l'état des clubs de MMA, et je vois que, surtout depuis cette rentrée-là, c'est incroyable le nombre de personnes qu'il y a, quoi. Vous le ressentez à Nice vachement. C'est énorme, c'est énorme. Tous les cours sont remplis. Que tu donnes des cours aussi, je crois, au Maccabi. Je donne des cours au Maccabi. Et des fois, il faut même refuser. On faisait des cours à 80 personnes, c'est énorme. 80 personnes adultes, les enfants, c'est pareil. Les ados, ils sont hyper friands de ça avec les réseaux, tout ça. Donc, En fait, je suis comme toi. C'est-à-dire que tu comprends pas, je suis pas dans cet état d'esprit-là non plus. Mais vu le résultat concret qu'on voit, je comprends pourquoi il poussait pour ça. Parce que je suis pas dans cet état d'esprit, mais je comprends un peu la manière de... L'hémorragie, elle est claire. C'est clairement le MMA qui prend la main sur tout ça. J'avais noté aussi une phrase qui m'intéressait de toi, j'ouvre les guillemets. Tu disais, je suis pas un sportif, je suis un combattant. Ouais. Si je combats pas, je suis pas bien. Et tu disais aussi dans cette même interview que tu aimais la guerre, que tu aimais les combats durs, qu'il y a un peu de dureté dans les combats. Ouais. C'est quelque chose que tu as vraiment en toi? Tu as cet ADN de combat en fait? Oui, je pense vraiment, parce que moi, depuis petit, j'ai toujours aimé la confrontation physique, eu besoin de ça. Même quand j'étais avec les copains, c'était toujours des chamailleries, des petites bagarres, et j'ai toujours besoin de cette confrontation. Et dans le sens où je dis que je suis pas un sportif mais un combattant, c'est que j'ai des amis sportifs qui vont aller courir, qui vont aller faire du crossfit, tout ça. Moi, et ils ont besoin de cette pratique régulière, plusieurs fois par semaine, tout ça. Moi, par exemple, là, je peux arrêter, après mon combat, je peux ne pas m'entraîner pendant une semaine. Ça me convient très bien. Je suis pas friand de sport, mais par contre, ce qui va me manquer, c'est l'opposition physique. À un moment, le combat va te manquer. Au bout d'un moment, je vais me dire qu'est-ce qui se passe, il va me manquer quelque chose. Et j'ai besoin de cette confrontation physique. Mais je fais mes prépas physiques quand même, tout ça. Je pratique, je fais mon cardio, tout ça. Je fais pas que du MMA. T'es professionnel. Mais, voilà, c'est ça. Voilà, je suis professionnel. Mais non, c'est pour ça que je dis que je suis plus un combattant qu'un sportif.
Axel, c'est une différence là que tu dirais entre vous? Toi, tu es plus sportif que combattant? Parce que j'ai vu que tu as beaucoup de sport dans ta vie, tu as pratiqué beaucoup de sports différents, donc je me disais que tu étais peut-être un peu plus sportif dans l'âme. Le combat a une saveur particulière, je l'avoue, mais après oui, j'aime faire du sport en général. Mais bon, effectivement, je prends plus de plaisir à faire du combat que de la course à pied. Je pense que c'est clair, mais je pense que pour beaucoup, là, pour le coup, à part quand tu es vraiment, vraiment spécialiste. Virgile, tu disais aussi, c'était intéressant, tu te comparais un peu à Cyril Gane sur le côté un peu détaché du MMA. C'est pas quelque chose, tu regardes pas tous les combats, tu regardes pas tout ça, mais tu disais aussi intéressant, quand je regarde un truc, souvent je l'applique assez vite. J'ai cette capacité à reproduire ce que je vois assez facilement. Tu te dis, il faudrait peut-être un peu plus regarder parce que je vais en prendre des choses en fait? Non, pas forcément. Après, peut-être que c'est justement le fait que je regarde pas tant que ça qui fait que le peu que je regarde, j'arrive rapidement à l'appliquer. Mais moi, je me rends beaucoup compte sur les phases que j'ai eues où j'avais des blessures, où pendant un certain temps, je pouvais pas pratiquer le MMA. Et du coup, je regardais un peu plus. Et limite, quand je revenais, j'avais l'impression de progresser, ou je faisais des trucs que j'avais vus inconsciemment, tu vois. Donc non, j'en regarderai pas plus parce que j'ai besoin aussi, quand je rentre chez moi, de me détacher un peu de tout ça. Mentalement, t'as besoin de ça. Ouais, c'est ça. Même le week-end, je suis pas quelqu'un qui va parler, manger, MMA constamment. J'ai besoin de ces petits moments tranquilles. Donc ça me suffit pour l'instant. Point que je voulais aborder aussi parce que l'anecdote est sympa, mais tu as été videur de boîte de nuit. Ouais. C'est tes premiers étranglements arrière en fait. Tu commençais t'as fait le rear neck choke, c'est ça? Ouais, j'ai déjà utilisé ça pour calmer des gens qui étaient alcoolisés et qui frappaient dans tous les sens. Et puis plutôt que de faire une bagarre au milieu, de mettre des coups, j'ai préféré étrangler pour calmer la personne. Mais j'avais déjà étranglé avant. Quand j'étais videur, j'avais quand même la vingtaine déjà. Tu mettais de la technique un peu dedans? Tu faisais ça? Tu faisais attention de bien le faire techniquement, tu vois? En fait, c'est tellement... Enfin, les gens qui n'ont pas l'habitude, ça va tellement vite avec eux. Après, je faisais attention, si ça tombait dans les pommes, à bien retenir la personne. Parce que au début, ça surprend. Surtout quand je le fais, j'essaie de ne pas aller au sol, ça se passe debout. Donc, quand tu étrangles une personne debout et que d'un coup... elle perd conscience, son corps c'est lourd à retenir, même une personne de 60-70 kilos, c'est pas évident. Donc il faut faire attention à ça. Voilà. Axel, pour finir, on va devoir rendre le studio, mais c'est passionnant de parler avec vous, mais quelques petites dernières questions très rapides. J'ai vérifié ce matin, Virgile, il a 5000 abonnés de plus que toi sur Insta. Aujourd'hui, on sait que dans le sport et que le combat en particulier, ça fait partie du job, il faut se mettre en avant sur les réseaux. C'est l'effet Ares, ça? Il est depuis plus longtemps à Ares. En fait, toi, on te connaît depuis des années dans le MMA. On connaît Virgile depuis beaucoup moins longtemps, mais j'ai l'impression que la loupe grossissante d'Ares l'a mis dans les yeux du grand public. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que quand j'ai fait 5 combats au Brave, j'ai pris moins de followers que quand je combattais en amateur, et qu'en un combat à l'Ares, j'ai doublé mes followers. Donc l'effet Ares, c'est clair. Ouais, c'est sûr que c'est l'effet Ares, parce que moi, je l'ai vu, j'ai augmenté mes followers grâce à l'Ares. Et puis, je suis pas quelqu'un qui est très actif. Je suis pas plus actif que Axel sur les réseaux. C'est grâce au travail qualitatif que l'Ares fait médiatiquement, tu vois, comparé aux autres organisations, et surtout comparé aux autres organisations françaises. Ils sont forts là-dessus, et c'est ce qui m'a permis de prendre plus d'abonnés, parce que j'ai fait plus de combats qu'Axel à l'Ares. Et rapidement, tous les deux, ça vous apporte quoi d'avoir Manon Fiorot dans votre salle? On rappelle qu'elle est toute proche du titre UFC. C'est la tête d'affiche du Boxing Squad aujourd'hui. C'est un exemple de travail. Exemple de travail. C'est une machine à travailler, c'est clair. Elle est toujours à l'entraînement et ça charbonne. Pareil. Ouais, c'est ça, c'est la locomotive du club. Et puis c'est celle qui est au plus haut niveau, donc c'est un exemple aussi pour ça. Et ma dernière, si l'un de vous deux gagne la ceinture vendredi soir, mais que l'autre ne le gagne pas, on célèbre? Ça n'arrivera pas. Je te mets une hypothèse. On va tous les deux gagner la ceinture. Très bien, voilà. J'aime cette ambition dans l'annonce. Il a tout dit. On annonce pareil? Ouais, on va tous les deux la gagner. On annonce pareil. Et il vous reste combien de combats sur votre contrat d'Ares? Moi, c'est mon dernier. C'est ton dernier? Moi, il m'en reste 3. Ok, donc il y a possibilité de re-signer? Oui. Ouais, carrément. De grandes chances. Moi, comme j'ai déjà dit, dans le meilleur des mondes, ce serait de faire le step Ares UFC, ce serait parfait. J'aime beaucoup cette organisation. Donc rester là jusqu'à l'appel de l'UFC, quoi. C'est ça. Et toi, il te reste des combats au Brave? Je sais qu'il restait 2 combats. Tu dois encore les honorer? Aussi. Je suis pas obligé de les honorer, mais je peux les honorer. Donc, si je suis champion Ares, je vais rester défendre la ceinture. Très bien. On a hâte de voir ça. Merci messieurs et plein de force pour vendredi soir pour 2 combats pour le titre. Il y aura 3 combats pour le titre à Ares, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est une super soirée, un super week-end de MMA. Il y aura Saladin Parnasse pour 3 ceintures au KSW, l'UFC 296, tout ça à suivre sur RMC Sport. Donc si vous aimez le MMA, soyez devant vos écrans ce week-end parce que ça va envoyer. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du Fighter Club. Abonnez-vous aussi sur YouTube où on est chaque semaine désormais. Envoyez-nous de la force, des commentaires, des pouces bleus, ça fait toujours avancer le bousin. Et à très vite pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club.
RMC Fighters Club.